d'une diversité culturelle à nulle autre pareille en Afrique, le Cameroun est souvent appelé Afrique en miniature. Et c'est justement d'Afrique dont il sera question encore dans ce nouveau numéro d'Africtude. Nous parlerons de danse, et particulièrement de danse patrimoniale. Quelle est la place à accorder aux danses africaines aujourd'hui, au rendez-vous du donner et du recevoir? Il sera question de cela et de bien d'autres encore, puisque dans le Zoom de la semaine, nous vous amenons au Nigeria, où on va parler de celui qui est considéré comme étant le père du mouvement Afrobeat. Et avec Nathan Gatom, on va faire donc un gros plan sur Fela Kuti. Bienvenue à Africtude, c'est un rendez-vous, vous êtes des nôtres et on est content de savoir que vous êtes encore là aujourd'hui pour le rendez-vous. Allez. Bonjour Alia. Salut Ludovic, super. Toi-même. Ça va très bien. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro d'Africtude, votre magazine consacré au patrimoine culturel africain. Aujourd'hui, on est au Cameroun et on va parler d'art. On va parler du patrimoine culturel camerounais et on parlera particulièrement de danse africaine, de danse camerounaise. On fera un voyage très rythmé, au rythme notamment des 4 grands aires culturels du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous découvrirez donc le Cameroun sous une autre facette. Et on va à la rencontre d'une association de jeunes camerounais qui entendent défendre ce patrimoine culturel. Ils sont des artistes, plasticiens, danseurs, chanteurs. Et autour de l'association Patri Art, ils ont décidé de mener ce combat qui est pourtant délaissé par beaucoup de cette nouvelle génération. Aujourd'hui, justement, on reçoit le président, le boss, the boss de cette association, Ludovic Ngaïno, qui sera donc avec nous dans le cadre d'Africtude et qui nous fait l'honneur de sa présence et de nous recevoir dans les bureaux de Patri Art. Bonjour Ludovic. Bonjour Alida. Ça va bien? Très bien. C'est vrai que c'est toi qui nous reçois et voilà. On est content d'être là. On peut le voir à même le mur. On est chez Patri Art, l'association donc que tu portes sur tes épaules, il va sans dire, et qui regroupe quand même autour de ta personne beaucoup d'autres artistes camerounais. Mais ce qu'il est à noter quand même, c'est que vous êtes jeune et vous avez pris une voix qui est pourtant délaissée par beaucoup. Et on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui. Patri et Art, en 2 mots, déjà qu'on puisse comprendre le pourquoi de ce nom que vous avez choisi pour cette association. Patri Art, pourquoi? Parce que à l'époque, en tant que jeune universitaire, on était danseur parce qu'on est passionné de danse et de culture depuis très longtemps. Et qui dit passionné de danse et de culture parle de patrimoine matériel comme immatériel, parce que dans tous les aspects du patrimoine, il y a toujours cette forme qui nous renvoie à l'ancestralité, qui parle de notre patrie, de notre identité et de tout. On s'est dit pourquoi pas trouver un nom qui en même temps parlerait de notre entièreté, c'est dire de la patrie, en même temps de manière spécifique, sur un diminutif du patrimoine qu'on veut pouvoir défendre et véhiculer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a choisi Patri Art. Et l'art, c'est tout ce qu'on met autour de ce patrimoine pour le vivifier, pour le magnifier. Et le truc qu'a donné Patri Art, l'art de la patrie en quelque sorte. Il y a donc un peu de patriotisme là-dedans. On parle également de patrimoine et d'art. Oui. Donc ça résume beaucoup. Beaucoup. Alors, donc ça a commencé sur les bancs d'amphithéâtre, d'après ce que je me fais savoir. Alors, on va aller peut-être déjà direct quant à savoir, ça a commencé quand finalement cet engagement, ou du moins cette volonté à vouloir pérenniser d'une certaine manière cette richesse culturelle du Cameroun, et notamment en ce qui te concerne par la danse. Déjà, ça a commencé par une histoire personnelle, par mon histoire à moi. Je me retrouve dans les rues dans les années 2008-2009. J'ai passé un petit bout de ma vie dans les rues. J'étais en quelque sorte un Angaboko, il faut le dire.
Et je crois que... Rappelez qu'au Cameroun, dans Gaboko, c'est littéralement des enfants de la rue. Donc, qui dorment dehors, oui. Et à cette période-là, déjà très passionné de danse depuis le lycée et autres, je me retrouve en train de combattre les émotions qu'on ressent lorsqu'on est abandonné à tout le monde, lorsqu'on est sujet à cette rue-là. Et la seule chose qui me mettait bien, comme on dit souvent, c'est d'écouter des percussions patrimoniales. C'est dit que il avait des jours où j'étais triste, j'avais pas mangé, j'avais rien vraiment, mais le simple fait d'écouter du Ben Sikin, du Bikutsi et tout ça, moi ça me donnait une autre force, une autre impulsion. Et je me suis dit voilà, si je parviens à entendre ce message-là, après on m'a dit que c'est le message des ancêtres, que c'est comme ça qu'ils parlent. Si je parviens moi à entendre ce message-là et à inculquer à beaucoup d'autres jeunes cette manière de pouvoir se servir de ça pour pouvoir effacer tout le mal-être qu'ils ont généralement avec les problèmes qu'on a dans la société, ce serait quelque chose de bien. Donc du coup, arrivé à l'université, je me suis directement inscrit dans le ballet universitaire de Yaoundé 2 à l'époque. Nous sommes en 2007-2008. Et voilà, j'ai continué à affiner ce côté que je trouvais assez particulier dans l'art des percussions et de la danse. Et là, plus qu'une passion, c'est devenu quelque chose qui m'emportait partout où j'allais. Donc on se retrouve pratiquement en 2010 aux Jeux universitaires à Soie, où après, c'est une croisée entre les universités où tout le monde vient se challenger, tout le monde vient montrer ce qu'il sait faire. C'est dit qu'on a une grosse compétition de danse patrimoniale à cette époque qui rassemble des danseurs de Garoua, de Douala, de partout. Et là, j'avais déjà mes adversaires. Et mes adversaires sont les membres de mon équipe aujourd'hui, en fait. Là, c'était des adversaires. En fait, on s'est retrouvés autour de ça. On a vraiment challengé en 2010. Et en 2011, lorsqu'on se retrouve encore, on s'est dit, mais est-ce qu'on va juste se retrouver chaque année pour montrer qui est le meilleur d'entre nous? Est-ce que ce que nous on ressent, ce que nous on comprend, l'envie de vouloir se battre pour pérenniser nos cultures? Parce qu'il faut le dire, à l'époque, la culturation véritablement était hyper grandissante. C'est-à-dire que les enfants ne s'assimilent plus par leur dialecte, ils ne s'assimilent plus par les danses traditionnelles. C'est tout le monde qui voulait être hip-hop à l'époque. Tout le monde voulait rester dans cette urbanité qui était, je ne vais pas dire mauvaise, mais pour la jeunesse, pour moi avant, c'était quelque chose vraiment qui est venu comme un petit poison. Et même aujourd'hui, c'est le cas. Hein, beaucoup de gens ont oublié leurs valeurs, les valeurs ancestrales. Nous, c'était ça notre combat. Donc, on nous regardait comme des petits fous à l'université. Mais qu'est-ce que vous faites tout le temps, toujours sur les tam-tams, tout le temps, toujours à vouloir dire aux gens, il faut parler le dialecte, il faut retourner aux sources et tout. Et on s'est dit, voilà, je prends la parole un soir où je rassemble Rodriguez Tanquois, bref, pour mon équipe que tu connais aujourd'hui. Et je leur dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, non seulement pour marquer notre époque, mais aussi pour inscrire notre nom comme des personnes qui ont pris sur elles de vouloir défendre cette culture qui est en train de mourir aujourd'hui. Et c'est là où, un soir, avec Martial, qui est aujourd'hui en France, on réfléchit quel nom va-t-on choisir et on tombe à la conclusion de ce que je t'expliquais tout à l'heure. Oui, Patrie Art, défendre notre patrimoine, parler de notre patrie, de notre identité culturelle et tout. Et là, on crée le nom. C'est là où véritablement en 2011, février 2011, je crois le 10 février 2011, je me rappelle bien, on crée l'association. Et au départ, c'était, je lui dis, c'était pas trop ça parce que c'est vrai qu'on y croyait, mais on ne savait pas comment les choses devaient être accompagné finalement oui, dans cette démarche-là. On ne voulait pas trop de l'accompagnement, mais on se demandait quelle sera la démarche pour véritablement prôner ça. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a commencé à avoir des idées. Et en avançant, on crée un projet qui s'appelle 10 000 km des cultures à l'intérieur du pays, où on se décide de mettre de l'argent de côté. C'est dit qu'on fait des économies. Et les économies, on les faisait comment? C'était en dansant. C'est dit que dans des cérémonies, dans des trucs, on faisait pas mal d'économies. On décide de faire le tour du Cameroun. Ça, c'est un truc qu'on l'a annoncé à nos différents camarades. Ils nous disent, ah, laissez ça, ça va vous servir à rien. En fait, on décide de faire le tour du Cameroun parce qu'on veut comprendre, en fait. On est allé dans des chefferies traditionnelles pour que les anciens nous expliquent ce qu'ils comprenaient par cette culture-là. Comment est-ce que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, on peut véhiculer une histoire? C'est dit que les super-héros, lorsqu'on parle de super-héros aujourd'hui, on voit toujours le super-héros occidental. Spider-Man et tout. Et pourtant, dans nos histoires, dans nos traditions, dans nos mythes, dans nos coutumes, il y a ces super-héros-là. Il y a ces personnes qui ont sauvé carrément des concrets, qui ont délivré le village des oppresseurs et tout. Eux, ce sont les héros
que bien véhiculé pour des jeunes aujourd'hui qui peuvent les voir comme des modèles de vie et peuvent plus facilement grandir dans la société en s'assimilant à des personnes qui font partie de leur histoire. En fait, ça, c'était un véritable combat. Après les tournées dans des chefferies, on est vraiment allé plus loin. Comment vous étiez accueillis dans ces chefferies? Des jeunes venus de la ville qui viennent toquer aux portes des chefferies, poser des questions. Au départ, on vous accueille toujours comme des personnes bizarres. Occidentalisées. Genre, vous voulez faire quoi de ça et tout. Mais pour des personnes, des sages qu'on rencontrait, ils n'hésitaient pas parce que pour eux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et tout, parce que tous les jeunes veulent partir en ville. Mais nous, on revenait au village pour se ressourcer, pour que la ville soit une espèce de village aussi. Parce qu'on a pour coutume de dire forcément que c'est au village qu'on parle le dialecte, au village. Mais pourtant, la ville comme le village, pour nous, ça avait plus d'importance dans les mots, en fait. On voulait jumeler les deux par la pratique. C'est dit qu'on voulait qu'en ville, on retrouve aussi des jeunes qui véhiculent autant leur culture que ceux qui sont natifs des villages ou des contrées lointaines où ils n'ont que cette culture-là comme motif de vie. Et voilà, après ce projet-là, je crois que c'est ça qui a fait le déclic. On a finalement compris ce qu'on voulait. Moi, j'étais le premier à démissionner. J'ai eu un master 2 en droit. Je travaillais dans un cabinet là à l'époque. Et voilà, on attendait que le déclic. Et je crois que tout le monde attendait que moi. À l'époque, quand je démissionne pour dire que voilà, je me consacre... Tu démissionnes de ton poste dans ce cabinet d'avocat? Oui, je démissionne de mon poste. Je travaille avec Maître Bagnam. Je lui fais un coucou d'ailleurs. Et tout, on était sur une grosse affaire. Donc un matin, il s'élève, j'en pouvais plus. Parce que je crois que je n'ai pas choisi de faire ce que je fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui m'a véritablement choisi. Parce que quand vous avez ce type d'appel qui vous dit, voilà, tu n'es pas fait pour ça, mais tu es fait plutôt pour véhiculer ce message de la culture, tu es fait pour véhiculer ce message ancestral, tu es fait pour redonner vie au patrimoine matériel comme immatériel dans ton pays, c'est hyper important. Ça, on le ressent. Ça, ce n'est pas des choses qu'on dit à des personnes, ça, on le ressent. Et c'est pour ça que je crois que l'appel, je l'ai reçu. L'appel, je n'ai pas hésité, j'y ai foncé. Je crois que j'ai démissionné en 2013. Et de 2013 jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que ça. Uniquement ça. Uniquement ça.
Un défi, hein? Un gros défi, c'est pas facile. Les difficultés sont hyper énormes parce qu'après, tu as le regard de la famille qui te dit bah, on t'a pas payé les études, tu n'as pas souffert comme tu as souffert dans ton passé et tout. Pour te retrouver à ça, tu as les gens qui te regardent comme un fou. Est-ce que dans ça, justement, quand on dit à faire ça, Oui. il n'y a pas une espèce de regard un peu péjoratif qui Oui. finalement même peut-être est cette espèce de force hein, qui pousse vers le bas, ces intentions parfois à vouloir faire monter plutôt la culture africaine? Il faut le dire, aujourd'hui en Afrique, dans très peu de pays, on encourage les métiers d'art. Au Cameroun encore, c'est un peu plus dur quand tu dis à un parent que voilà, tu vas t'en sortir par la danse. C'est vrai que tout le monde ne voit que quand on parle de danse, tout le monde ne voit que la danse. Mais la danse en elle-même a pratiquement 17 métiers que j'invite beaucoup de jeunes à se documenter dessus pour essayer de voir dans quel cadre ils peuvent véritablement s'en sortir. Parce que les métiers d'art aujourd'hui ne sont pas des métiers qui ont été véritablement pris en compte par la société. En fait, Tu nous citerais lesquels, par exemple? oui, il y a par exemple costumier, même la gestion des projets fait partie aussi des métiers qu'on peut quantifier dans la danse, l'administration, qui a un métier qui n'est pas très loin des juristes et tout, parce que c'est de manière, il faut savoir avoir une fine et un discernement pour pouvoir rédiger les dossiers, avoir une plume fine pour pouvoir faire X, Y, Z, il y a la mise en scène, il y a beaucoup d'autres choses en fait. Il y a la chorégraphie, il y a le danseur-interprète aussi qui est ce que nous on prend pour le danseur simplement et on met dans le danseur tout. Non, il y a le danseur-interprète, celui qui est amené à danser sous le joug d'un chorégraphe ou d'une personne qui est commanditaire d'un service de danse et autres. En fait, il y a tous ces métiers-là autour de la danse qui sont des métiers où aujourd'hui les parents en Afrique peuvent aussi orienter des jeunes. Par exemple, on oriente tout le monde vers la couture, par exemple. Simplement parce qu'on dit oui, tu vas être couturière, mais tu peux aussi être costumière de scène. C'est-à-dire il y a des gens qui gagnent leur vie dans ce monde rien qu'en faisant des costumes pour des scènes, pour des danseurs, pour des acteurs et tout. Ça, ce sont des métiers de l'art qui sont méconnus aujourd'hui. Le cinéma, le cinéma, tout ça. On a vu, on voit aujourd'hui des films hein, qui campent le décor dans l'Afrique du 19e ou du... Justement. Et il faut reconstituer ces décors et même sur le vestimentaire. Ouais. Il y a beaucoup de stylistes africains d'ailleurs qui... Justement, et je te disais que comment je dis, c'est le fait que beaucoup de personnes n'ont pas ce type d'information, qu'ils n'ont pas accepté qu'un jour ils puissent avoir une déontologie dans ce type de domaine-là. C'est-à-dire que quand tu dis à un parent que tu veux faire ça, il ne voit pas d'argent. En fait, je vais dire, l'époque coloniale a mis dans la tête des Africains que voilà, pour réussir sa vie, il faut être en super costume et cravate. Tous les jours, il faut être médecin, il faut être comptable et il faut être si. Métier, entre guillemets, conventionnel. Voilà, conventionnel. Ça, c'est ce qu'on a hérité, moi, je dirais, de cette période de colonisation. Mais aujourd'hui, il faut qu'on voit les choses dans un sens un peu plus large. Il y a des métiers qui se créent même simplement sur la passion. Il y a des personnes qui créent leur métier aujourd'hui parce qu'ils observent la société. Il y a un besoin. Et nous, à l'époque, le besoin, c'était de véhiculer ce qui se perdait. C'était dit, continuer à véhiculer la culture, continuer à magnifier le patrimoine avec lequel on est, avec lequel on va mourir. Et c'est ça, en fait. On l'a fait avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer dans un métier qui n'a pas de débouché et d'ouverture dans ce pays. Mais si on en arrive aujourd'hui à avoir une association qui fait énormément, qui se déplace énormément dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'on y a cru. Et c'est ce qu'on invite les jeunes à faire aujourd'hui aussi. Alors, de vos années à l'université, à vos premiers pas dans les chefferies, essayer d'aller vraiment au plus profond hein, de cette source, à aujourd'hui, il y a eu du chemin, il y a eu des événements qui ont été organisés. J'en veux pour preuve le patrimoine. D'ailleurs, il y a encore les tickets qui sont là. Alors, la nuit du patrimoine, qui en est à sa 40e édition déjà. On est à la 6e édition. 6e, et qui tend déjà à sortir hein, du Cameroun. On a pu le voir. On aura, ça fait 6 ans qu'on fait les nuits du patrimoine. S'il faut expliquer pourquoi on a créé les nuits du patrimoine, c'est que voilà, toujours par rapport à la danse aussi, les danses patrimoniales, c'est vrai, c'est des danses qui n'étaient pas très comprises
par les personnes dans la société. C'est-à-dire que quand on te voit danser le benzekin, oui, on ne voit qu'une succession de mouvements, on voit un beau rythme, mais on ne sait pas quel message ce rythme passe. On te voit danser du bikutsi, on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas quel message ça passe. En fait, on voulait démystifier le regard des gens sur ces danses-là. Parce que toutes ces danses ont été créées jadis avec des histoires qui sont des histoires qui rentrent de manière très claire dans nos histoires, dans la construction de nos sociétés et de nos villages. C'est dit par exemple le Bikutsi qui est aujourd'hui qui était hier un mouvement de revendication des femmes, qui a été créé par des femmes pour véhiculer leurs forces, pour véhiculer leurs revendications. Aujourd'hui, si tu n'expliques pas ça véritablement à quelqu'un, il ne comprendra pas. Quelles sont les danses? Par exemple, on danse dans les tribus Bassa lorsqu'il y a mariage, lorsqu'il y a des cérémonies. Quelles sont les danses? On danse dans les tribus du centre-sud-est lorsqu'il y a X, lorsqu'il y a Y. En fait, on a créé la Nuit du patrimoine pour que ce soit une plateforme non seulement d'apprentissage, de formation, voire de sensibilisation pour le public, le grand public, mais aussi une plateforme où on peut regarder du beau. C'est-à-dire qu'on a des spectacles et des créations professionnelles, qu'il y a des danseurs qui, par des métiers de la danse, tendent à se professionnaliser, qui viennent faire des pièces qui sont aussi belles que celles qu'on aime voir à la télé, que celles qu'on aime partager sur les réseaux, que celles qu'on aime rêver et tout. Donc c'est non seulement une plateforme où on retrouve de véritables performances, c'est-à-dire des performances qu'on peut mettre sur le plan international, mais aussi ces plateformes où on éduque les populations à mieux comprendre ce qu'est leur patrimoine, ce que signifient les danses dans leur patrimoine, à quel moment on danse, à quel moment on ne danse pas, quels sont les rythmes de danse, par exemple pour le deuil, pour le mariage, pour les anniversaires, pour les naissances, pour les récoltes et tout. En fait, c'est une grosse plateforme d'éducation que constitue ce festival. Et par rapport à la sortie, la nuit du patrimoine, avec l'impact qu'elle a eu sur pas mal de pays africains aujourd'hui, qui sont nos collaborateurs, étant vraiment à s'étendre au Congo, au Gabon, au Tchad, au Mali, au Sénégal, et on a une dernière plateforme, on a 3 dernières plateformes qui ont été acceptées en France durant cette année. Donc en juin, par exemple, 2023, on aura la première nuit du patrimoine africaine à Aubervilliers, au port d'Aubervilliers en France. Donc pourquoi? Parce que voilà, en France aujourd'hui, comme en Europe, se retrouvent beaucoup de personnes qui ont été détachées très vite de leur culture et ils ont besoin de cette reconnexion-là. Et ça, on déporte la reconnexion du Cameroun pour leur apporter sur place. Voilà, du côté de l'Occident. Ouais. Chemin parcouru, hein. Et dans ce chemin, dans cette volonté à pérenniser donc ce patrimoine, vous donnez également de la chance à d'autres jeunes qui peut-être n'ont pas eu le message ou ne cernent pas vraiment les contours de cette passion qu'ils ont en eux et dont ils ont parfois la peur ou la honte d'assumer. Il me souvient également qu'il y avait un événement, Saisis ta chance, danse. Ouais. Saisis ta chance, danse. C'est une chance, c'est une main tendue finalement vers aussi ceux qui arrivent derrière. Une main tendue vers ceux qui arrivent derrière, une main tendue aussi pour ceux qui veulent véritablement se professionnaliser et en faire un métier. Saisis ta chance, donc c'est une plateforme qu'on a créée pour aussi sensibiliser, former, mais surtout professionnaliser les artistes qui tendent à véritablement faire des métiers des arts, des métiers complets de leur vie. Parce que tout le monde a encore peur ici au pays. C'est dit que quand tu dis à quelqu'un, je vais me professionnaliser dans la danse, dans les arts graphiques et tout, on réfléchit, il n'y a pas un business model calé qui dit que ok, je vais faire A, B, ça va me donner 100 millions, je vais. En fait, les gens ne comprennent pas. Oui, on va dans l'incertain directement. Et pourtant, Saisis ta chance, c'est vraiment cette plateforme-là qui a pris sur elle de favoriser toutes les personnes qui sont encore hésitantes, mais qui tendent à véritablement se lancer dans ce type de métier, de venir et de construire avec nous, en fait. Donc, oui. On progresse dans le temps, on progresse avec vos combats, vos engagements et même vos périples au travers déjà de l'Afrique. Ouais. Et dans ces combats, puisqu'il y a des femmes également dans l'association Patriartes. Plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Oui, un coucou à Flora Wang qui elle également au premier chef dans le combat. Alors, Womendia. Womendia. Yes. Voilà, je crois que on a d'ailleurs dû t'extirper des séances d'entraînement parce que je crois que c'est une première quand même. Womendia, un spectacle de danse pour les femmes. Oui, Womendia, c'est pas qu'un spectacle de danse. Womendia, c'est
Déjà, s'il faut que je l'explique, c'est un programme qui a été mis sur pied par l'association Patriate, ça fait 2 ans. Parce qu'on a remarqué que dans tous nos voyages de par le monde aujourd'hui, ce problème de violence sexuelle et sexiste est véritablement un problème sociétal aujourd'hui. C'est beaucoup de conférences qui ont été faites, c'est beaucoup de revendications, c'est autour d'une table que beaucoup de gens en parlent, mais il n'y a pas d'action concrète véritablement pour trouver de véritables solutions à ce problème de violence contre les femmes qui, à un moment donné, moi je dirais en Afrique, prend véritablement de l'ampleur. L'Afrique, il faut le dire, garde encore ce côté que les sociétés sont hyper patriarcales. Donc du coup, ce problème, un problème qui est passé à un pourcentage hyper élevé sur les dernières années. Donc du coup, nous on s'est dit que voilà, en tant qu'association qui se bat pour le patrimoine culturel aussi, il faudrait qu'on n'oublie pas que dans ce patrimoine, il existe quelqu'un qui donne la vie pour qu'il y ait des personnes qui véhiculent ce patrimoine. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas la femme, quelque part, il n'y a pas de patrimoine aussi. Moi, je veux le dire comme ça, parce que la femme, c'est comme la terre, c'est elle qui est nourricière, c'est elle qui nous apporte ce petit grain, ce déclic, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui mérite le respect. La femme, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où on ne compte pas les morts en termes d'hommes, elle est celle qui a repeuplé le monde. Et du coup, on se dit que voilà, pour donner un coup de pouce à ce combat, il fallait bien que Patriarche, qui est une association qui se veut aussi accompagner ou alors prendre part dans des problèmes de la société, fasse quelque chose. Donc on a eu la chance avec le programme PISCA de l'ambassade de France, je salue Monsieur Guilou, qui nous a accordé notre chance cette année. C'est dit, on a postulé, on a reçu le prix PISCA 2022 cette année et on a reçu un accompagnement qu'on a directement orienté sur ce projet. C'est dit que l'accompagnement est venu, comme on dit, accompagner les activités et les ressources que nous, on avait déjà mis de côté pour ce combat. Donc l'ambassade de France nous a accompagnés cette année pour pouvoir mettre sur pied un programme sur 8 mois. Qui s'attelait à rentrer dans des quartiers. On est vraiment allé dans tous les sous-quartiers possibles, aller dans des associations de femmes, associations d'hommes pour parler de ces problèmes, pour éduquer les gens sur lorsqu'ils sont en situation d'être des bourreaux ou d'être des victimes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes à ces violences sans même le savoir, dans des entreprises, dans des foyers, dans la rue et dans tout autre espace, dans les établissements scolaires. On était vraiment sur toutes ces plateformes-là. On a fait un travail que je qualifierais de magnifique. Big up à toute l'équipe qui vraiment y est allée de main forte. Et à la fin, le but, c'était de créer une pièce chorégraphique avec des danseurs, des musiciens, des comédiens. On aura des, comment je peux dire, des percussionnistes. On aura aussi de l'art graphique, des peintres et tout ce beau monde qu'on a réussi à réunir. Autour, ça fait pratiquement 24 artistes qui seront sur scène demain à l'Institut français pour faire la sortie de résidence. Parce qu'on a pris, on va dire, 6 mois de création, donc 4 mois en salle, pour pouvoir produire un spectacle de 50 minutes qu'on offre demain comme solution aux problèmes de violence faite aux femmes, en fait. Voilà. Alors, avant que de revenir avec toi, Ludovic, on va marquer un stop le temps de notre Zoom de la semaine. Alors, le Zoom de la semaine qui est bien sûr concocté des mains de Sieur Ngatom. Parlons encore de patrimoine et fait un Zoom aujourd'hui sur un homme qui est aux prémices même de ce qui est connu aujourd'hui comme l'afrobeat et qui donne mais alors une place de choix aux artistes africains sur toutes les plateformes internationales. Il s'appelait Fela Kuti, il est nigérien et d'ailleurs le Nigeria est reconnu aujourd'hui comme étant justement peut-être le berceau de ce mouvement musical qu'est l'afrobeat. Et donc Nathan nous raconte un peu d'où est parti ce combat de Fela Kuti pour déboucher aujourd'hui sur cette tendance afrobeat. C'est le Zoom de la semaine. Aujourd'hui dans le Zoom de la semaine, l'on évoque un rythme musical africain qui fait danser le monde. Une légende de la musique nigérienne en est le concepteur, le maestro, le boss, le créateur, le lord, le master, le roi. J'ai nommé Fela Anikulapo Kuti. Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle d'afrobeat et on revient sur la carrière de celui qui a eu la vision avant-gardiste dans les années 60 de créer son rythme musical qu'il a lui-même baptisé Afrobeat. Il fait actuellement l'objet d'une exposition à la Philharmonie de Paris.
du 20 octobre 2022 au 11 juin 2023 sur le thème Fela Anikulapo Kuti, rébellion Afrobeat. La musique est l'arme du futur. Ces mots de Fela Anikulapo Kuti n'en finissent pas de résonner aujourd'hui. Le musicien né en 1938 au Nigeria est devenu une figure d'envergure mondiale dès la fin des années 1970 et a enchaîné des tournées internationales jusqu'à son décès en 1997. L'héritage du Black Président est omniprésent à travers le monde, tant sur le plan musical que politique. Le style musical que Fela a créé et qu'il a baptisé Afrobeat mêle de multiples influences, des rythmes yoruba au free jazz en passant par la soul ou le funk. En constante mutation, l'Afrobeat des Kula Lobitos, la première formation de Fela, doit également beaucoup de highlife ouest-africain et donne la part belle au cuivre et aux percussions. Tout au long de sa carrière, Fela a fait de son mode de vie un manifeste. Personnage sulfureux au mode de vie controversé, ses prises de position fracassantes contre la corruption des élites et le néocolonialisme continuent néanmoins d'inspirer les luttes au Nigeria et ailleurs. Nourri par le panafricanisme de Malcolm X, Kwame Nkrumah ou Cheikh Anta Diop, mais aussi par les combats anticoloniaux de sa mère, la militante féministe Funmi Layo Ransome Kuti. Il fait de ses concerts des tribunes et de sa maison, la Kalakuta République, un bastion dissident. Grâce à des archives et des œuvres inédites en provenance du Nigeria et des témoignages de première main, ses engagements de tous les instants lui vaudront de nombreux démêlés avec la justice et de multiples et violentes incarcérations. Sur les scènes européennes ou à l'Africa Shrine, son club à Lagos, tous les témoins de l'époque s'accordent à dire qu'un concert de Fela est une expérience inoubliable. Aujourd'hui, le mouvement Afrobeat crée tout autant de l'euphorie dans des spectacles à travers le monde et remporte des récompenses les unes les plus prestigieuses que les autres. C'était tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Zoom. De la musique à la danse, il n'y a qu'un seul pas et on revient donc avec toi Ludovic pour parler bien sûr de Patriarts et de ce combat et peut-être se projeter dans l'avenir parce que l'on ne met pas sur pied quand même une association avec juste l'idée d'être là le temps de quelques jours, mais forcément parce qu'on a une vision qu'on voudrait garder dans les annales de l'histoire. Et aujourd'hui j'ai envie de me demander quels sont les projets de Patriarts pour les projets à venir. Il y a déjà la France en 2023, donc l'année prochaine. Et encore, vraiment, sans vouloir trahir quoi que ce soit, on n'est pas dans les secrets de Dieu. Quels sont les autres projets à venir de Patriarts? Déjà, les autres projets à venir de Patriarts, on prévoit, déjà aussi pour 2023 déjà, et pour les années à venir, changer la forme de festival de Nuit du patrimoine. C'est dit que, vu le nombre de demandes, on compte faire l'un des plus gros festivals de danse patrimoniale en Afrique. Donc on veut vraiment créer une grosse plateforme en Afrique où on retrouve l'une des plus grosses compétitions de danse patrimoniale, mais aussi l'une des plus grosses compétitions d'associations. Parce qu'il faut le dire, on a pensé aux associations parce que les associations qu'on retrouve en ville, pour nous, sont encore le cœur des personnes qui véhiculent mieux le patrimoine aujourd'hui. C'est dit que dans chaque tribu a forcément une association en ville. On s'est dit pourquoi pas créer un festival autour de ces associations. Donc ça c'est déjà notre programme d'avril 2023. Par la suite, Patriarts aujourd'hui ne veut plus qu'être qu'une association. Patriarts est aussi une industrie culturelle et créative qui fournit des services aux entreprises. Au-delà de tous ces services liés au patrimoine, on a trouvé comment est-ce que notre patrimoine aujourd'hui peut servir dans les team building en entreprise. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi jadis on ne parlait pas de problèmes d'entreprise dans nos sociétés africaines. C'est dit qu'il y avait des méthodes qui étaient produites par nos ancêtres et tout pour gérer tout ce type de problèmes. En fait, nous, c'est là où on est parti chercher. En fait, aujourd'hui, au lieu d'avoir des team building conventionnel, comme tout le monde vient s'asseoir et tout, et il y a quelqu'un qui donne des trucs. Non, on a trouvé d'autres méthodes. Il n'y a qu'à voir les magnifiques bureaux de Patriarts, c'est pas, on a trouvé d'autres méthodes de team building qui rend la chose un peu plus ludique. Aujourd'hui, on accompagne beaucoup d'entreprises comme ST Digital, le Bukaru, on a eu
de petits contrats avec Business France et d'autres entreprises comme Cacao et tout qui commencent déjà à se greffer à ce programme. En fait, ils sont venus goûter, ils ont vu, c'est bon et on continue de travailler. À côté de ça, on a un programme qui s'appelle Grow Up Family. C'est dit qu'on travaille aussi pour pouvoir raffermir les liens entre les parents et les enfants, histoire d'équilibrer la vie d'entreprise et la vie privée. Parce que beaucoup de parents sortent le lundi jusqu'au samedi, ils sont au boulot. Lorsqu'ils rentrent le dimanche, ils ont la lessive à faire et tout. Mais on oublie toujours les enfants. Et les enfants gardent pour image, papa sort le matin, il donne l'argent, maman prépare. C'est tout ce que les enfants gardent pour image. Maintenant, si on crée des images ou des liens plus forts avec les enfants autour du patrimoine et autour de la culture, en fait, en même temps, les enfants apprennent, en même temps, les parents se raffermissent, en même temps, les parents jouent, en même temps, en fait, on a créé beaucoup d'activités dans ce sens. Donc, c'est un service qu'on présentera au DOMAF. C'est un service qu'on présentera officiellement au DOMAF en novembre prochain. Et c'est l'un des services qu'on mettra sur pied. À côté de ça, il y a pas mal de projets comme la Nuit du patrimoine commun. La Nuit du patrimoine commun est l'un des plus gros projets entre les pays d'Afrique et les pays d'Europe. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un festival sur 15 mois. On est en train de faire un projet sur 15 mois avec pas mal de pays africains qui ont accepté de nous accompagner aujourd'hui et des pays d'Europe pour essayer de créer le commun entre nos fécondations culturelles. Les Africains et les Européens se sont rencontrés un jour dans le passé. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu tout ça, mais il n'y a pas eu que du mal. En fait, nous, dans nos recherches, on découvre que beaucoup de choses se sont créées parce que des peuples se sont mis en commun et ont créé des choses et on décide donc maintenant un métissage en fait, oui. Et autour de ça, on veut créer un festival où chaque entité, chaque pays, où on retrouve des tribus, des ethnies et consorts pourra venir mettre en avant sa culture et tout, et voir dans quelle mesure il y a des similitudes dans les cultures. Parce que si on remarque bien, dans tous nos voyages, on a remarqué que tout ce qui se fait ici, que ce soit chez les Bamileke, que ce soit chez les Sawa, se fait d'une autre manière. Seulement en France, on a remarqué que la France a beaucoup d'ethnies et pourtant tout le monde sait qu'en France, ce sont les Français. Mais il y a beaucoup d'ethnies aussi, il y a des personnes qui sont en perte d'identité, ils sont qui ont les mêmes problèmes. Pareil pour l'Allemagne où on était, pareil pour la Suisse, pareil pour beaucoup d'autres pays. En Afrique aussi, il y a beaucoup de pays qui sont dans ces pertes de repères. Donc on travaille sur un programme sur 15 mois pour mettre sur pied un gros mouvement dans 6 villes dans ce monde, dans 6 pays dans ce monde, où on pourra organiser des choses à large spectre. Hormis ça, Patria a, je dirais, beaucoup d'autres projets que je préfère garder pour l'avenir. Oui, je préfère les garder parce qu'il y a beaucoup de petites surprises qui sont même très récentes, qu'on garde pratiquement pour avril 2023. Il y a beaucoup de surprises qu'on prépare. Et moi, mon projet de fin, vraiment, c'est de prendre la tête du ministère des Arts et de la Culture de ce pays d'abord. Ça c'est avec mon équipe, c'est quelque chose sur laquelle on travaille et on n'a pas peur de le dire en fait. Pour moi, je sais que c'est notre mission régalienne, c'est notre destinée. On va s'y retrouver peut-être. On se rappellera que sur ces plateaux, je l'avais déjà annoncé et tout. Le deuxième plateau, sur lequel il me le fait savoir. Je l'avais déjà annoncé. En fait, on a des buts comme ça auxquels on y tient. On s'accroche tous les jours, on travaille dur comme fer pour pouvoir les atteindre. À côté de ces buts, il y a... Pourquoi vous avez beaucoup à reprocher à ce qui est fait aujourd'hui par le ministère de la Culture? On ne reproche pas à un ministère. Chacun fait en fonction de son temps, de son intellect et de son étude. Ce que le ministère des Arts et de la Culture fait au Cameroun aujourd'hui est bien pour le Cameroun. Mais ce que nous, on prévoit pour le Cameroun aujourd'hui sera aussi bien pour le Cameroun. Donc on ne saurait dire qu'ils font mal, ils font ci, ils font ça, mais quelque part, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'étudier des forces, d'étudier des faiblesses, voir comment les amplifier avec le futur, voir comment est-ce que la culture peut bénéficier au plus grand nombre. Parce que pour nous, la culture, véritablement, est la chose sur laquelle pratiquement toutes les entités doivent se raccoler pour qu'un pays puisse véritablement être émergent. Ça, c'est vraiment notre philosophie. Au lieu que ce soit la culture qui se rattache à tout, non. Tout doit pratiquement se rattacher à la culture. Et c'est sur ce type de fragment qu'on essaie d'avancer aujourd'hui. Voilà. Vous vous rattachez à nous le temps de cette émission, justement, qui parle globalement de l'Afrique et de la culture, qui finalement est aussi un levier pour pouvoir rassembler toutes les cultures africaines autour d'une table et créer ce rapport donc, de consolidation entre les différents peuples. Ludovic,
bonne suite pour Merci déjà le beaucoup. Womendia. Ouais. On y sera. Je crois qu'on fera tout pour avoir les images et les partager avec vous d'ailleurs. C'est un spectacle Voilà. magnifique. Ouais, j'ai déjà assisté à la nuit du patrimoine et franchement, c'est du top. Donc, merci vraiment Merci à vous. d'avoir Merci à vous. partagé cette vision que tu as et j'espère pouvoir toucher, pourquoi pas, un peu de ces fans d'art et ceux-là qui ont peut-être cette flamme qui est en train de grossir mais qui n'ont pas encore le courage de se jeter à l'eau. Merci à vous. Sur ce, on fait donc un clap de fin sur cette autre sortie d'Africtude. On parle patrimoine, on parle art, on parle d'art dans toute sa globalité. Et on vous rejoint, ou du moins on vous appelle vivement à nous rejoindre le temps de cette émission. C'est toutes les semaines. Et aujourd'hui, vous avez encore été des nôtres. On vous dit merci, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.